Les économistes, ils nous disent ce qu'il est possible de faire. Doit-on les croire ? Réfléchissez avec nous dans l'émission « Les économistes à la recherche de l'arche perdue ». Francis, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous présenter une émission dont le thème est « Les économistes à la recherche de l'arche perdue ». Pourquoi ce titre ? Bien, le discours des économistes est omniprésent dans le débat public. Alors cette parole est importante dans la mesure où elle nous affecte directement en tant que travailleurs, retraités, propriétaires, contribuables, consommateurs. Lorsqu'un psychologue ou un historien parle, bon, ça a peut-être moins d'importance que les propos de l'économiste, puisque l'économiste ensuite, il y aura des mesures qui seront prises et qui auront des conséquences sur notre vie. Alors ce discours, il a souvent un statut de vérité scientifique, c'est-à-dire qu'on dit « Ah, mais l'économiste a dit » et donc c'est vrai. Alors ce que je voudrais montrer dans cette émission, c'est que cette parole n'a un statut de vérité scientifique que de façon très exceptionnelle, parce que l'économiste se heurte dans sa recherche à des difficultés considérables, un peu comme Indiana Jones à la recherche de l'arche perdue, ou Jason à la recherche de la toison d'or, ou Ulysse qui revient à Ithaque. Alors cette arche perdue ou cette toison d'or, c'est la vérité économique fondée scientifiquement, mais donc nous allons voir les difficultés, les obstacles et même les pièges auxquels l'économiste se heurte. Voilà, et cette vérité, lorsqu'elle est atteinte, évidemment, elle peut être remise en cause par notre Indiana Jones qui va trouver une autre vérité. Mais avant tout, tu peux nous dire qu'est-ce qu'un économiste ? Alors c'est quelqu'un qui est certifié comme tel par l'université. Si tu fais des études de médecine, tu les réussis, tu as le label médecin. Si tu fais du droit et tu réussis, tu as le label juriste. Et donc tu fais des études d'économie, si tu as les examens, eh bien tu es qualifié d'économiste. Alors ça, c'est le monde académique. Alors dans ce monde académique, il y a une hiérarchie, ça va de la licence Bac+3 jusqu'au prix Nobel, en passant par le master, le doctorat, le professorat dans une université plus ou moins prestigieuse. Alors une remarque en passant, le prix Nobel, c'est pas un véritable prix Nobel, parce que c'est un prix attribué par la Banque centrale de Suède en l'honneur de Monsieur Nobel. C'est pour ça d'ailleurs que l'Académie Nobel demande à ce que ce titre soit changé. Alors, donc ça, c'est l'économiste académique. Mais c'est aussi quelqu'un qui est qualifié de tel par les médias, parce que il parle d'économie. Alors, ça peut être un économiste académique qui va sur le terrain médiatique. Alors bon, je cite Eli Cohen, Daniel Cohen, Jean-Paul Fitoussi, Bernard Marie, etc. Mais ça peut être aussi un sociologue comme Emmanuel Todd, un historien comme Jacques Marseille, un avocat comme Nicolas Baverez, un journaliste, un patron, un syndicaliste, et même un homme politique dont le prestige est d'ailleurs fondé sur ses compétences supposées en économie, Giscard d'Estaing, Raymond Barre, Michel Rocard, Laurent Fabius ou Dominique Strauss-Kahn. Alors ces deux mondes, donc l'académique et le médiatique, sont à la fois séparés et communs. On peut être connu académiquement, mais pas médiatiquement. Je prends par exemple le cas de Maurice Allais, qui est notre seul économiste prix Nobel français. À l'inverse, on peut être très connu dans le monde médiatique et très peu reconnu dans le monde académique. Mais là, par charité, je ne dirai pas des noms. Et puis on peut être connu dans les deux. C'est par exemple le cas de Monsieur Stiglitz, qui est à la fois prix Nobel d'économie et puis qui est l'auteur de livres à succès. Alors tu distingues économiste académique et économiste médiatique. Est-ce qu'il y a d'autres distinctions utiles ? Oui, alors on peut faire deux distinctions. On peut faire d'abord la distinction entre l'économiste et le gestionnaire. Alors l'économiste, c'est quelqu'un qui étudie la façon dont la société doit organiser le mieux possible la combinaison des facteurs de production, c'est-à-dire le travail, le capital et la nature, de façon à produire des richesses et à les répartir. Alors un gestionnaire, c'est quelqu'un qui fait en sorte qu'un agent économique, une entreprise, un individu, une banque, etc., gagne de l'argent. C'est-à-dire qu'il préconise une injection d'argent dans le circuit économique, et puis après on fait une ponction, et il faut que la valeur de la ponction soit supérieure à la valeur de l'injection. Alors, dans cette émission, donc, je pose la question de qu'est-ce qu'un bon économiste. Je
pourrait faire une émission sur qu'est-ce qu'un bon gestionnaire. Mais là, c'est pas très difficile à savoir, hein. Un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui fait gagner de l'argent à l'institution. Voilà, si on lui a donné de l'argent et puis il vous en rend plus, c'était un bon gestionnaire. Sinon, si vous en rend moins ou si vous faites tout perdre, c'est un mauvais gestionnaire. Alors, on peut signaler le fait qu'on peut être un très bon gestionnaire sans avoir jamais fait d'études d'économie. Ça arrive. Et puis même, on peut être grand économiste, ou du moins très réputé, et être mauvais gestionnaire. Par exemple, c'est le cas de Joseph Schumpeter, qui est un grand économiste, qui était dirigeant d'une banque qui a fait faillite. Et puis, il y a Merton et Scholes aussi, qui étaient des prix Nobel d'économie, qui ont amené le fonds de pension, je crois qu'ils conseillaient, à la faillite. Deuxième distinction, l'économiste de droite, économiste de gauche. Alors, bon, évidemment, c'est une distinction que l'on ne fait pas en mathématiques, en physique ou en biologie. Il y a des mathématiciens de droite, il y a des mathématiciens de gauche, mais il n'y a pas de mathématiques de droite et de mathématiques de gauche. Alors, bon, est-ce que c'est une distinction qui a du sens? Alors, il me semble qu'un économiste de droite, c'est plutôt quelqu'un qui a une grande confiance dans les mécanismes du marché. Il pense que le marché va spontanément à l'équilibre, qu'on atteint la meilleure situation économique possible, que l'économie est dynamique, et puis que le marché, ça récompense l'innovation, le courage, la prise de risque. Et puis, c'est quelqu'un qui est plutôt méfiant à l'égard de l'intervention de l'État. L'économiste de gauche, il est plutôt sceptique par rapport au mécanisme du marché. Il pense que le marché est trop souvent déséquilibré, de façon qui n'est pas optimale, qu'il est myope, qu'il est frappé de crise, ou de toute façon que la pauvreté n'est pas supprimée spontanément. Donc, il est plutôt favorable à une intervention de l'État, une réglementation qui contrôle le marché. Alors, je disais, est-ce que c'est une distinction qui a du sens ? Oui, il me semble, pour la raison que je viens d'évoquer. Et puis, plus profondément, sur la question des valeurs morales et politiques. Il me semble qu'un économiste de droite se pose peut-être moins de questions d'ordre moral. Par exemple, si on arrive à démontrer que l'esclavage est économiquement plus rentable que la liberté, eh bien, il me semble qu'un économiste de droite dira, économiquement, c'est très bien, alors que peut-être qu'un économiste de gauche se posera des questions morales. En tout cas, c'est une distinction qui existe dans la représentation que se font les gens et les économistes de l'économie. Un économiste qui écrit dans Alternative économique, il sait bien que c'est une revue plutôt de centre-gauche, plutôt que s'il écrit dans Capital, qui est plutôt une revue de centre-droit. Quels sont les pièges auxquels les économistes doivent échapper ? Ah oui, alors bon, il y en a beaucoup, c'est comme Indiana Jones dans les films, là, il y a toujours des difficultés, ça n'arrête pas. Alors bon, pour résumer le film, je vais les présenter. Alors il y en a, j'en ai trouvé 13, mais évidemment on peut en trouver beaucoup d'autres. Alors le premier piège, c'est l'absence de liberté. Ensuite, ce que j'appelle l'effet agenda, l'effet vocabulaire, la généralisation abusive, la confusion entre la statistique et la réalité, la confusion entre la corrélation et la causalité, et puis alors les maladies que peut attraper l'économiste, l'amnésie, la myopie, l'hémiplégie, le bougisme, le modernisme, le conformisme, le séparatisme et le scientisme. Voilà, alors nous allons partir donc à l'aventure et pour atteindre la conclusion, comment trouver l'Indiana Jones de la science économique. Alors, le premier piège. Alors le premier, c'est l'absence de liberté dans la recherche. Alors, absence d'ailleurs à laquelle l'économiste peut se soumettre de son plein gré. Alors, dans ce cas, l'économiste est un mercenaire au service d'une institution, une entreprise, un syndicat, un lobby ou le gouvernement, qui le paie pour défendre ses intérêts. Alors, ça peut être Areva, qui paie un économiste pour démontrer que le nucléaire c'est très bien. L'économiste oubliera par exemple le coût de démantèlement des centrales nucléaires ou il sous-évaluera les risques. Monsanto évidemment va payer des économistes pour expliquer que les OGM sont extraordinairement efficaces sur le plan économique. Les alcooliers vont expliquer que l'alcool ça crée des emplois, ça participe de l'équilibre de la balance commerciale
de la France en oubliant de calculer tous les dégâts commis par l'alcool. Les propriétaires de porcheries en Bretagne vont faire démontrer par l'économiste là aussi que c'est créateur d'emplois et d'équilibre de la balance commerciale, en oubliant tous les effets sur l'eau et sur les plages, etc., etc. Alors, il faut signaler qu'il y a de plus en plus d'économistes qui travaillent comme avocats pour des entreprises, pour des institutions, et donc ils font des analyses économiques pour défendre les entreprises. Or, on sait que les avocats ne disent pas toujours la vérité pour défendre leurs clients, donc il y a des économistes qui ne disent pas toujours la vérité pour défendre leurs clients. Et l'effet agenda? Alors l'effet agenda, c'est le problème suivant. Quelles questions l'économiste va-t-il étudier? Alors il est parfois victime des médias qui mettent en avant des questions en fonction parfois des intérêts de tel ou tel agent économique. Au début des années 2000, lorsqu'on avait commencé à parler du problème des retraites, on avait parlé des fonds de pension et les économistes étaient venus expliquer que si on mettait l'argent des retraités à la bourse, tout irait bien. Et puis 8 ans après, en 2008, il y a un débat sur les retraites, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la question des fonds de pension s'est complètement volatilisée. Voilà, alors donc l'effet agenda, c'est l'histoire du monsieur qui a perdu ses clés de la maison dans le noir. Enfin, il est minuit, là, et puis il est en train de chercher les clés de sa maison, et il les recherche près du lampadaire. Et alors il y a le voisin qui dit, mais pourquoi vous cherchez près du lampadaire? Il dit, je cherche près du lampadaire parce qu'il y a de la lumière. Voilà, donc c'est ça, les économistes sont parfois victimes des questions qui leur sont imposées par le milieu. L'effet vocabulaire? Alors ça, c'est l'économiste qui ne se méfie pas du vocabulaire qu'il emploie. Alors le vocabulaire, ça définit un espace idéologique sans que parfois on s'en rende compte. La façon de nommer par exemple les agents économiques n'est pas neutre. Si vous appelez les gens qui dirigent les entreprises dirigeants, responsable, patron, chef d'entreprise, manager ou gestionnaire, c'est porter a priori un regard différent sur la réalité. Un autre danger auquel l'économiste doit échapper, c'est la généralisation abusive. Voilà, alors ça c'est quelque chose qui est assez fréquent. Je prends par exemple l'exemple du marché. Alors dans les manuels d'économie, on présente souvent le marché suivant le modèle de la concurrence, qu'on appelle concurrence pure et parfaite, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises multiples qui sont en concurrence les unes avec les autres, elles ne peuvent pas agir sur le prix, donc le prix est une donnée qui est imposée par un commissaire-priseur, l'information est parfaite, etc., etc. Donc c'est présenté comme étant une représentation simplifiée de la réalité. Alors ça peut être une représentation simplifiée de la réalité, bien que ça se discute, pour certains marchés, par exemple le marché monétaire ou le marché des actions. Mais dire que c'est une représentation simplifiée de tous les marchés, c'est un coup de force théorique extraordinaire, parce que je pense qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe le vendredi matin au marché à Oloron, ou même à comprendre comment fonctionne le marché de l'informatique ou du nucléaire dans le monde, à partir de ce modèle de concurrence pure et parfaite, qui est donc une généralisation d'une situation et qui n'est pas à généraliser à l'ensemble des situations de marché. Le 5e piège, c'est la confusion statistique-réalité. Oui, alors ça c'est l'idée que quand on a des statistiques, eh bien on est face à la réalité économique, ce qui est faux. Les statistiques sont une construction de la réalité, c'est-à-dire que les économistes élaborent des concepts et puis les statisticiens disent comment on va mesurer tout ça. Alors confondre les statistiques et la réalité, d'abord on peut penser aux malheureux économistes qui ont étudié l'URSS pendant des décennies, alors que l'on sait maintenant que les chiffres dont ils disposaient étaient totalement erronés. Aussi un effet statistique, c'est l'utilisation des moyennes. Alors là aussi on donne souvent des analyses en faisant des moyennes. Alors la moyenne n'a pas de sens. Si tu as les pieds dans le frigo et la tête dans le four, ta température sera moyenne. Un autre moment où on voit que la statistique et la réalité est confondue, c'est pour l'inflation. Alors là, on dit dans les médias des économistes qui disent
l'inflation, les prix ont augmenté de tant % l'année dernière ou le mois dernier. Alors ce qu'il faudrait dire exactement, c'est que la hausse des prix mesurée par l'indice de tel ou tel institut donne le résultat suivant. Parce que l'indice des prix, c'est une construction statistique. On prend des prix, on fait donc des indices de prix simples, on calcule, enfin une moyenne arithmétique pondérée par des pondérations qui sont des coefficients budgétaires. Moi, je ne vais pas rentrer dans la cuisine statistique, mais c'est une construction statistique, et donc on pourrait au moins exiger de l'économiste, lorsqu'il présente les évolutions de prix, dire que l'indice des prix, tel qu'il est utilisé par exemple en France, est extraordinairement critiquable. Bon, un autre aspect, c'est par exemple le nombre des chômeurs. Hein. On discute toujours sur le taux de chômage, en oubliant de dire que par exemple dans certains pays, le chômeur, lorsqu'au bout d'un certain temps, il n'a pas réussi à trouver emploi, on va le ranger dans la catégorie handicapé. Alors c'est par exemple le cas en Hollande ou en Angleterre. Alors évidemment, il faudrait, si on met les gens dans la catégorie handicapé, on les met plus dans la catégorie chômeur, ce qui fait que le pourcentage des chômeurs tend à baisser. Alors on est en droit de demander à l'économiste qu'il précise comment on calcule le nombre des chômeurs. Et puis dernier point, évidemment, c'est le calcul du produit intérieur brut, qui est l'outil de mesure des richesses. Alors tout le monde sait, enfin tout le monde, les économistes savent l'imperfection de ce mode de calcul. Il ne tient pas compte de la valeur du patrimoine, de la dégradation du patrimoine. Il compte pour positif des dépenses qui visent à réparer les dégâts de la croissance. Il ne prend pas en compte un certain nombre de productions, la production par exemple dans le domaine domestique. Je prends un exemple. Si à Oloron on décide de détruire l'église Sainte-Marie et puis on fait un parking payant à la place, eh bien le PIB oloronnais augmentera. De toute façon, le PIB n'est pas une mesure de bien-être de la population. On constate que lorsque le PIB augmente depuis un certain nombre d'années, les indicateurs de bien-être, eux, n'augmentent pas. Donc il existe d'autres indicateurs économiques. D'ailleurs, M. Sarkozy vient de s'en rendre compte puisqu'il vient de charger M. Stiglitz de faire une mission là-dessus. Ça lui permettra d'enfoncer des portes ouvertes. Bon, donc il y a d'autres indicateurs plus intelligents, par exemple l'indicateur de développement humain de l'ONU, mais il y en a beaucoup d'autres élaborés par des universités, des centres de recherche, des économistes, mais qui ne sont pas utilisés. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise toujours le PIB? Parce que c'est le plus simple, et puis c'est tout à fait le reflet d'une économie qui fonctionne suivant le principe plus on produit, mieux c'est. Et puis bon, ça correspond au mythe moderne, justement. Plus on est riche, plus on est heureux. Le 6e, c'est la confusion, corrélation, causalité. Oui, alors ça c'est un grand classique. Alors je vais prendre l'exemple de M. Mitterrand, qui n'est pas un économiste, mais qui était conseillé par M. Attali, lui qui est un économiste bien connu. Alors c'était une émission en 83 où M. Mitterrand était devant une cible. C'était très pédagogique, c'était avec M. Mourouzi. Et alors on voyait au centre de la cible, c'était les pays qui avaient moins de 3% de chômage. Et puis il y avait des flèches, et ces flèches représentaient les pays. Et sur cette flèche était marqué le taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire le rapport entre, on ajoute les impôts plus les prélèvements sociaux, et on divise par le PIB, on multiplie par 100, et on a donc le taux de prélèvement obligatoire. Et on voyait que les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient leurs flèches qui étaient placées plus près du centre, et la France, elle, était vers l'extérieur de la cible. Conclusion de M. Mitterrand, eh bien... le taux de chômage est faible lorsque le taux des prélèvements obligatoires est faible. Voilà. Mais si M. Mitterrand avait pris le cas de la Suède ou la Norvège, sa démonstration s'effondrait. Parce que M. Mitterrand avait confondu corrélation et causalité. C'est pas parce que deux phénomènes évoluent dans le même sens qu'il y a une causalité entre les deux. M. Mitterrand commettait la faute du démographe qui avait étudié le nombre de cigognes qui venaient nicher en Alsace. Et puis il avait vu que le nombre de cigognes
cigognes venant de Niche en Alsace avaient baissé en même temps que les naissances. Donc il avait pensé que c'était bien les cigognes qui amenaient les petits-enfants dans les foyers. Voilà, donc c'est quelque chose de très fréquent, confondre corrélation et causalité. En général, les économistes prennent une corrélation qui les arrange, quoi, hein. On dira, il y a nos amis anglais ou américains, ils font ça, et puis regardez, ça marche mieux. Alors évidemment, les corrélations, on peut les utiliser dans tous les sens. L'argent c'est des pépettes, des billets, des bifetons, des livrets, des mandats, des sicaves, des actions. C'est du fric, de la mitraille, du liquide, tous ces ronds. C'est du flous, des dollars, des roupies, des millions. Y'a que le pognon. C'est la bourse, la monnaie, compte en banque, commission, des devises, des placements fortunés, dotation, plus-value, capital, honoraire, expansion, intérêt, patrimoine, numéraire, provision. Y'a que le pognon. Escudos, pesetas, spéculés, picaillons, des dépôts, du crédit, des plaquets, des bâtons, des espèces, des deniers, du profit, c'est du jonc, des finances, des affaires, créances, obligations. Y'a que le pognon. J'ai un avenir calamiteux, j'suis licencié de la NPE. J'ai les huissiers sur le palier, des tonnes de factures à payer. J'suis endetté, j'ai plus d'argent pour le loyer. J'ai plus de famille, j'ai que le suicide, même pas au gazon la poupée. De l'oseille, des recettes, des avoirs et des fonds, la galette, la cagnotte, de la braise, des jetons, des escomptes, des produits, des avances, des coupons, c'est des sous, des écus, des gains, des transactions. Y'a que le pognon. Des transferts, des emprunts, plans d'épargne, subventions, des revenus, des réserves, c'est du pèse et des ronds, portefeuille, petites coupures, virements, spéculation, c'est la caisse, le trésor, le marché, les options. Y'a que le pognon. J'ai un avenir calamiteux, j'suis licencié de la NPE. J'ai les huissiers sur le palier, des tonnes de factures à payer. J'suis endetté, j'ai plus d'argent pour le loyer. J'ai plus de famille, j'ai que le suicide, même pas au gazon la coupée. Livre sterling, bolivar, lingot, Napoléon, bénéfice, dividende, règlement, souscription, valeur, investissement, richesse, augmentation, résultat, excédent, salaire brut, cotation. Y'a que le pognon. C'est des pièces, des shillings, des dinars, des doublons, le magot, la tirelire, des milliards, des millions, le CAC 40, le Dow Jones, les rémunérations, des indices et des rentes et des fonds de pension. Y'a que le pognon. J'ai un avenir calamiteux, j'suis licencié de la NPE. J'ai les huissiers sur le palier, des tonnes de factures à payer. J'suis endetté, j'ai plus d'argent pour le loyer. J'ai plus de famille, j'ai que le suicide, même pas au gazon la poupée. Blé, 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 thune.
Dans sa quête, l'économiste rencontre alors des monstres, des mauvais génies qui le frappent d'un certain nombre de mots. Oui, voilà, donc il peut demeurer amnésique, myope ou hémiplégique. Alors l'amnésie, c'est l'économiste qui oublie tout un pan du passé. Alors s'il est à gauche, des fois il a oublié l'échec du communisme, qui est un échec évident. Et puis à droite, les libre-échangistes qui expliquent que le libre-échange est absolument indispensable au développement économique, oublient que tous les pays qui sont aujourd'hui favorables au libre-échange ont été protectionnistes durant leur phase de démarrage, de l'Angleterre en passant par l'Allemagne, la France et les États-Unis. Alors la myopie, ça c'est l'économiste qui est le nez sur le guidon, dopé au taux de croissance de l'économie à 3%. Alors imaginons dans un siècle nos arrière-petits-enfants qui disposeraient, si on continue à croître de 3% par an, ils disposeront de 20 fois plus de biens et de services que nous. Comme l'a dit excellemment un économiste, Kenneth Boulding, qui était président de la Société américaine d'économie, celui qui croit que la croissance économique est infinie est soit un imbécile, soit un économiste. Quant à l'hémiplégie, eh bien, alors là, c'est l'économiste qui ne voit qu'une moitié de la réalité. Alors, je prends l'exemple de la baisse des charges. On t'explique, il faut absolument baisser les charges. Oui, mais baisser les charges, c'est en même temps baisser les retraites, les allocations chômage, les allocations santé. Inversement, celui qui dit qu'il faut augmenter les allocations, il oublie de dire que ça augmentera les charges. Alors, il y a des économistes plutôt de gauche qui insistent sur les défauts du marché. Le marché, c'est pas bien, et donc ils proposent de remplacer par l'État, en supposant que l'État est omniscient, rationnel, il est porteur de l'intérêt général. Bon, or, l'État omniscient, il y a de multiples catastrophes économiques qui montrent qu'il peut se tromper. Rationnel, non, parce qu'il est sans doute soumis à des pressions corporatistes ou politiques qui fait que les décisions qui sont prises ne sont pas nécessairement économiquement rationnelles. Et puis, porteur de l'intérêt général, ça c'est assez douteux. Il peut être porteur d'abord d'intérêts corporatiste, et puis il est porteur aussi d'une bureaucratie qui cherche à s'étendre, à s'autonomiser, plus des politiques qui veulent se faire élire et se faire réélire. Donc, si on supprime les contraintes du marché, eh bien, il y aura d'autres contraintes. Ce sera les contraintes administratives. Donc, malheureusement, en économie, le contraire de l'erreur, c'est pas forcément la vérité, c'est une nouvelle erreur. Je pense, à propos de l'hémiplégie, ça me rappelle des syndicalistes qui, le samedi après-midi, manifestaient avec des banderoles pour baisser les dépenses d'armement et qui, le lundi matin, faisaient grève à l'Arsenal pour maintenir l'emploi à l'Arsenal de Tarbes. La corporation peut être aussi atteinte de bougisme et de modernisme. Ah oui, alors le bougisme, c'est l'expression du sociologue Pierre-Henri Taguieff. En économie, c'est comme dans la mode, il faut du renouvellement. Alors, par exemple, si on regarde depuis un certain nombre d'années les théories du marché du travail, il y a eu beaucoup de théories, et la vérité, peu de résultats scientifiques indiscutables. Bon, les économistes partent du modèle de concurrence dont j'ai parlé tout à l'heure pour analyser le marché du travail. C'est-à-dire, ils disent il y a homogénéité des travailleurs, le marché est très fluide, on peut rentrer, on peut sortir facilement du marché, l'information est parfaite, il y a un nombre d'offreurs et de demandeurs très grand. Et puis, ils constatent que la réalité est très éloignée du modèle. Alors, on introduit des hypothèses plus réalistes. Alors, on va dire, l'information n'est pas parfaite. Alors, si l'information n'est pas parfaite, comment ça se passe? Et donc, on développe des nouveaux modèles avec force théorème. Les économistes sont de grands créateurs de théorèmes, plus que les mathématiciens. Bon, cela donne l'impression que la discipline est vivante et progresse, mais ce n'est qu'une impression. Alors le modernisme, alors ça veut dire que l'on confond ce qui est moderne et ce qui est scientifique. Alors je vais prendre l'exemple dans l'histoire de la pensée économique. Fin 18e, début 19e, il y a un certain nombre d'économistes que l'on classe aujourd'hui dans la catégorie classique. Alors c'est Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste C, John Stuart Mill. Et puis fin 19e apparaissent ce qu'on appelle les néoclassiques avec Walras et Pareto. Alors dans les manuels d'histoire économique, on dit ah oui mais les néoclassiques c'est mieux, c'est plus scientifique que les classiques. Alors, ce qui me paraît être une erreur parce que au contraire il me semble que
pour retrouver une pensée économique cohérente, on ferait bien de revenir au classique. C'est pas parce que c'est plus récent que c'est mieux. En somme, Bernard-Henri Lévy, c'est pas mieux que Platon. Le bougisme et ce modernisme peuvent cacher paradoxalement le conformisme. Oui, c'est-à-dire on a l'impression que l'on bouge et qu'on est moderne, et puis ensuite, on est très conformiste. Alors ça, c'est une maladie très répandue dans le milieu. L'économiste a une réponse toute faite au problème. Il n'a même pas étudié le problème, mais il connaît la réponse. Le libéral dira, il faut beaucoup de marché. Le keynésien dira, il faut mettre de l'État. Alors je prends par exemple le cas d'un économiste comme Maurice Allais, alors qui est prix Nobel. Alors lui, il a fait une analyse du chômage en France, et dit il y a 3 facteurs qui expliquent le chômage en France. Il y a premièrement le mécanisme du marché du travail qui fonctionne pas bien. Voilà, donc là il se place d'un point de vue libéral. Deuxièmement, il dit c'est l'immigration. Il y a un certain nombre d'immigrés qui prennent des postes qui pourraient être utilisés par des nationaux. Et puis troisièmement, le libre-échange. Il dit la concurrence des pays émergents fait qu'il y a des suppressions d'emplois dans les pays développés, en particulier en Europe. Alors, comme il est favorable au marché du travail, les keynésiens et les gens de gauche sont contre lui, ils disent non, ça va pas. Et puis ensuite, comme il dit, l'immigration, alors là, normalement, la droite et l'extrême droite devraient être contentes, mais manque de chance, comme il dit que c'est le libre-échange qui est responsable du chômage, ça va pas non plus à droite. Alors il est persona non grata, ni à gauche ni à droite, et donc, son analyse a des difficultés à percer parce qu'il n'est pas dans le conformisme idéologique. Il y a un conformisme politique, mais il y a aussi un conformisme en matière d'économie. On arrive au dernier piège, peut-être les plus graves. Ah oui, alors là, d'abord c'est ce que j'appelle le séparatisme. Alors si on prend la définition même de l'économie, alors elle s'occupe de la production des richesses et la répartition, on voit immédiatement que ces problèmes-là sont en même temps des problèmes sociaux. Parce que quand on s'occupe de la production des richesses, on s'occupe aussi des rapports entre les hommes pour produire. Si on s'occupe de la répartition, on s'occupe des problèmes liés aux différenciations sociales. Donc, par quel miracle pourrait-on séparer l'économique du social? Alors, c'est le miracle des économistes qui disent l'économie ça marche bien, mais le social ça va mal. Ce qui n'a strictement aucun sens. Sauf à dire que le taux de profit réalisé par les entreprises ou l'évolution des cours de bourse qui sont à la hausse montre que l'économie fonctionne bien. Or, l'économie, me semble, a pour objectif l'amélioration du bien-être de la population. Sinon, on se demande pourquoi on travaillerait. Si l'accroissement des profits des entreprises, de la production et des cours de bourse apporte une amélioration du bien-être, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'on se fatiguerait comme ça à l'activité économique? Or, tous les indicateurs de bien-être indiquent une dégradation alors que la production augmente. Nous sommes donc dans une économie où le moyen, c'est-à-dire la recherche du profit, est devenu la finalité. On fait du profit pour le profit. Je ferai la comparaison avec le petit écureuil qui fait tourner la petite roue. Et puis on lui demande pourquoi tu fais tourner la petite roue. Et il dit je fais tourner la petite roue pour faire tourner la petite roue. Là c'est pareil, on dit pourquoi vous faites du profit? Mais je fais du profit pour faire du profit. Deuxième séparation, alors c'est entre l'économique et le politique. J'entends politique comme l'activité où une collectivité décide de ses choix fondamentaux de vie. Alors je ne dis pas que les économistes doivent se soumettre aux hommes politiques, parce qu'on ne peut peut-être pas faire une grande confiance aux hommes politiques, mais ils doivent au moins se soumettre aux objectifs extra-économiques que se donne démocratiquement la société, c'est-à-dire la sécurité, la liberté, le bien-être, la réduction du temps de travail, parce que c'est pas très agréable de travailler beaucoup, la cohésion sociale ou la protection de l'environnement. Donc les économistes, ils doivent pouvoir dire, si vous faites ça, ça coûte tant, mais ce n'est pas à eux à fixer les objectifs de la société. Ensuite, dernière séparation, c'est la séparation entre l'économique et la morale. Lorsque j'étais en activité, professeur, je faisais étudier à mes élèves le texte de Jonathan Swift qui s'appelle « Modeste proposition
pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public. Alors dans ce texte, Jonathan Swift dit, écoutez, les Irlandais, ils sont très pauvres, ils n'ont qu'une richesse, c'est leurs enfants. Eh bien, ils n'ont qu'à les vendre pour les donner à manger aux Anglais. Parce que, donc, il fait une analyse économique, il dit, bon, ça leur fera des revenus, les enfants, on peut les accommoder de plusieurs façons, et puis avec la peau, on pourra faire plein d'objets, des sacs, etc. Alors, la démonstration est absolument économiquement irréfutable. Hein, je veux dire, bon, économiquement, mais elle est moralement inacceptable. Donc, ça montre bien qu'on ne peut pas séparer la morale de l'économie. Bon, on peut imaginer la situation suivante. Si tu es un économiste allemand, et puis en 1942, un dignitaire nazi vient te voir et te dit, voilà, il faudrait faire un calcul économique pour éliminer de façon la plus rentable, enfin, au moindre coût, 6 millions de personnes. Alors bon, l'économiste pourra faire le calcul, il dira oui, bon, il vaut mieux faire comme ça. Mais donc c'est tout à fait légitime, mais encore faut-il que l'économiste explicite les conséquences morales de ce qu'il préconise. Par exemple, l'économiste peut considérer que l'esclavage est le meilleur système économique pour produire à moindre coût des richesses. Ce qu'on est en droit de lui demander, c'est au moins qu'il donne les fondements moraux de l'esclavage. Voilà donc le séparatisme, c'est l'idée que l'économique, le social, le politique et le moral puissent être séparés. Et puis, dernier piège, alors c'est le scientisme. Alors le scientisme, ça veut dire que bon, l'économiste considère que ce qu'il dit est une vérité scientifique. Alors on a eu d'abord le scientisme marxiste, hein, on expliquait que Marx avait tout dit, et puis bon, il n'y avait plus qu'à développer la pensée de Marx, un peu comme les chrétiens développent la pensée de la Bible. Alors maintenant, c'est bon, le scientisme marxiste, il est aux poubelles de l'histoire, si ce n'est en Corée du Nord. Alors maintenant, on a droit au scientisme libéral, c'est-à-dire qu'il y a des économistes libéraux qui continuent de croire que la pensée économique libérale, qu'on appelle néoclassique, est une physique sociale, comme on le pensait à la fin du 19e siècle, en particulier Walras. Bon, alors bon, si on réfléchit 5 minutes, on voit que non. En physique, l'expérimentation est possible. Bon, pour vérifier quelque chose, on fait une expérience. La causalité est assez facilement déterminable. On fixe les facteurs et puis on en fait varier un seul et puis on voit comment le phénomène évolue. La prévisibilité est possible. Quand on fait une bombe nucléaire, on dit bon, on met des choses comme ça, puis boum, ça doit exploser. Si ça explose pas, c'est qu'on s'est trompé. Et puis le progrès des connaissances est réel. Aujourd'hui, on en sait plus qu'à l'époque de Galilée. Bon, en économie, l'expérimentation est possible, mais difficile. On ne peut pas, par exemple, dire, écoutez, on va supprimer les allocations chômage pour vérifier que le chômage diminue. La causalité est difficile à déterminer parce qu'il y a une multitude de facteurs qui jouent. La prévisibilité est impossible. Je suis incapable, personne n'est capable de vous dire comment se portera l'économie dans 1 an, même dans 6 mois. Et puis le progrès est douteux parce qu'il y a des théories fausses qui perdurent si elles répondent à l'intérêt d'un groupe social qui a de l'influence. Alors donc, je crois que chez les économistes libéraux, il y a des savants et des demi-savants. Alors les demi-savants, ce sont les économistes libéraux qui croient que les agents économiques agissent de façon rationnelle, que le marché permet l'équilibre, permet d'atteindre l'optimum et que le libre-échange est la meilleure situation économique possible. Or, il y a des économistes libéraux, je dis donc les savants, qui ont démontré dans le cadre des propres hypothèses libérales que les agents économiques ne sont pas rationnels. Je cite Herbach, Simon, Maurice Allais, Kahneman, que le marché ne s'équilibre pas. C'est les recherches de Debreu, Mantel, Sonnensheim, que si une des conditions de la concurrence n'est pas réalisée, même si on réalise les autres, on ne s'approche pas de l'optimum, c'est ce qu'on appelle le théorème de Lipset-Lancaster, et que le libre-échange n'est pas un optimum, c'est ce qu'a essayé de démontrer Maurice Allais. Donc la science économique ne peut prétendre qu'au titre d'une partie des sciences sociales, étudiant l'aspect particulier de la réalité sociale, elle ne peut expliquer l'ensemble de la vie sociale. À la limite, le seul progrès décisif en ce qui concerne la science économique, c'est sa disparition et sa fusion dans une science sociale beaucoup plus large. Comment on peut trouver l'Indiana Jones de la science économique alors ?
Voilà, mais il faut le recruter. Et alors, comment est-ce qu'on va recruter un économiste sérieux? Eh bien, un économiste, il doit accepter d'admettre qu'il est entre science et croyance. Il est dans l'entre-deux. Il doit accepter la confrontation avec les autres chercheurs sans les traiter de suppôts de ceci ou de cela. Il doit construire des modèles de représentation de la réalité, même des modèles qui utilisent les mathématiques, à condition de les confronter au réel. Il doit s'ouvrir à l'interdisciplinarité. Il serait sans doute, à mon avis, préférable que dans les universités, il vaudrait mieux associer les économistes aux sociologues, aux historiens, aux anthropologues, plutôt qu'aux juristes. Comme le dit Maurice Allais, il est éminemment souhaitable de former des économistes qui aient de larges vues sur l'histoire, la sociologie et la science politique. Ensuite, il doit élargir ses compétences. Il doit être en mesure d'éclairer les hommes politiques et les citoyens pour améliorer le bien-être social, psychologique des populations, en faisant en sorte d'économiser les facteurs de production, c'est-à-dire le travail et la nature. Enfin, il doit accepter de réfléchir à la finalité de l'activité économique, car comme le disait John Stuart Mill, qui était un grand économiste libéral du 19e siècle, j'avoue que je ne suis pas enchanté de l'idéal de vie que nous présentent ceux qui croient que l'état normal de l'homme est de lutter sans fin pour se tirer d'affaire, que cette mêlée où l'on se foule aux pieds, où l'on s'écrase, où l'on se marche sur les talons, et qui est le type de la société actuelle, soit la destinée la plus désirable pour l'humanité, au lieu d'être simplement une des phases désagréables du progrès industriel. Voilà, donc c'est difficile de trouver un Indiana Jones, en tout cas attention aux faux, c'est-à-dire ceux qui prétendent avoir trouvé l'arche perdue et puis qui ne l'ont pas trouvée. Voilà, regardez donc pour vérifier que votre économiste va surmonter tous les pièges que je vous ai signalés. Donc, partez à la recherche de cet Indiana Jones. Bonne chance. Merci Francis pour cet éclairage économiste et à très bientôt.